Alors bonsoir, je m'appelle Yannick Hervé, je suis en direct sur Mumble Ensemble et Guy du 31 m'assistera pour l'animation du tour de parole. Donc vous êtes là mieux que devant la télévision à écouter Hollande, je vous le garantis. Nous sommes le jeudi 14 avril 2016 et je vous souhaite la bienvenue pour ce huitième numéro de l'exposé débat sur l'Union européenne proposé par l'Association citoyenne d'information populaire Les Clés de l'Europe. Je vous rappelle que ce débat est hebdomadaire. Alors, une information importante. Pour optimiser la grille du Mumble ensemble, nous avons décidé avec l'équipe d'animation de changer le créneau de cet exposé qui aura maintenant lieu tous les mardis à 21h. Donc le prochain numéro sera donc le mardi 19 avril 2016. Comme il y aura très peu de temps entre ce jeudi et le mardi, il y aura certainement un numéro spécial lié à l'analyse des traités et beaucoup moins à l'information. L'information. Alors, précision pour les gens qui prendront connaissance de ce débat par le podcast. Pour y assister en direct, toutes les informations de connexion sont disponibles sur le site web du Mumble Ensemble, lemumble.com. Alors, toutes les références et tous les articles qui ont servi à préparer cet exposé sont sur la page Facebook de l'association Les Clés de l'Europe. Et donc, si vous voulez creuser les choses, aller vérifier des informations, je vous encourage à vous abonner à la page Facebook Les Clés de l'Europe. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer avec un exposé. C'est essentiellement moi qui parlerai. Chaque sujet sera suivi de quelques interventions et questions en relation directe avec celui-ci. Et nous terminerons avec un débat ouvert où tous les sujets pourront être abordés. Et je compte sur Guy donc pour distribuer la parole. Vous pouvez utiliser la partie à gauche là pour demander la parole, poser vos questions. Et Guy pourra poser les questions à votre place, ou alors vous donner la parole en démutant votre micro. Donc on verra tout à l'heure. Alors le sommaire d'aujourd'hui. Je vais vous donner une petite précision sur le rapport, sur le rapport sur la sécurité européenne dont je vous ai parlé la semaine dernière. Je vous parlais du paradoxe du libre-échange ou comment tenter de réparer ce qu'on a cassé. Suite du référendum aux Pays-Bas, qui est assez riche. On parlera un peu d'OTAN, de Brexit, de Schengen, des ingérences, du TSSG et du TAFTA et des GOPE, de la Banque Centrale Européenne, des insecticides et d'environnement, du marché de l'acier qui est en train de beaucoup bouger, de la fête de l'Europe et des chiffres et des statistiques. Alors quelques précisions. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'Europe de la sécurité et notamment je vous avais cité un rapport de l'Institut d'études et sécurité. Donc ce rapport s'appelait Quelle défense européenne en 2020. Alors, je vous ai cité des conclusions du rapport en vous disant que c'était les conclusions du rapport. En fait, donc la pression que j'apporte, c'est que les erreurs que je vous ai rapportées, les conclusions d'un des experts qui s'appelle Thomas Ries, néanmoins, ce rapport s'approprie ses conclusions. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs experts, ils ont chacun leurs conclusions. Le rapport est une compilation de ces conclusions, et après il y a des conclusions générales qui sont des conclusions tout à fait bateau. Ces conclusions, bien qu'étant des conclusions d'un bonhomme, font partie du rapport. Bon, voilà, c'était la précision que je voulais donner. Alors, on va parler du paradoxe du libre-échange ou comment tenter de réparer des dégâts. On va commencer par les travailleurs Volvo. Donc, le Parlement européen a voté mercredi une aide de 1 793 710 euros pour que 500 anciens travailleurs de l'industrie des poids lourds de chez Volvo et de chez 4 sous-traitants retrouvent un emploi. Ces employés ont été licenciés suite aux difficultés de Volvo à cause de l'arrivée des poids lourds asiatiques sur le marché européen. Donc d'un côté, on ouvre les frontières à tous les produits du monde, conséquence des articles 26 et 123 du TFUE, et de l'autre, on essaye de réparer les dégâts de cette politique suicidaire par les subventions. Donc voilà, ça ni queue ni tête. D'un côté, on détruit l'emploi, de l'autre côté, on donne des subventions en espérant que les gens trouveront un emploi. Le lait maintenant. Alors vous savez qu'il y a une grosse crise du lait, notamment en France, mais pas qu'en France, hein, où les prix pratiqués pour le lait sont en dessous euh, des prix de revient. Donc les producteurs ne peuvent simplement pas vivre. Donc l'Union européenne a publié le mardi 12 dans son journal officiel les règlements permettant aux producteurs de lait de déroger aux règles de la concurrence et de limiter temporairement leur production pour répondre à la crise de ce secteur. Donc en fait, après avoir détruit un secteur par ces règlements débiles, l'Union européenne essaye de réparer jusqu'à la prochaine crise. Donc comment est-ce qu'on répare? Eh ben, on trouve des règles pour déroger aux propres règles qu'on avait imposées juste avant. Alors la TVA, pareil, la TVA ça marche pas dans l'Union européenne. Donc la Commission européenne a annoncé que les États membres de l'Union européenne pourraient disposer à l'avenir de pouvoirs accrus pour fixer les taux de TVA. Donc ce projet répond à des pressions répétées des pays membres, hein, dont la France et l'Allemagne, en faveur de l'abandon du système actuel fondé sur une gestion centralisée des taux de TVA à l'échelle de l'UE. En fait, cette méthode de gestion centralisée limite les capacités des États à appliquer des taux réduits à certaines catégories, et surtout, ça aide les fraudes.
Donc en fait, ce que les États aimeraient faire, et c'est le prétexte, c'est avoir des taux réduits pour les véhicules électroniques ou les produits d'hygiène féminine. Alors vous comprenez bien qu'au niveau de l'Union européenne, parler d'hygiène féminine, c'est purement un prétexte. Alors en fait, c'est que ce sujet évoqué lors d'un Conseil européen en mars est devenu une illustration des enjeux du référendum du 23 juin sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union. Donc en fait, c'est une reculade de l'Union européenne pour dire à l'Angleterre, bah, vous voyez, on fait des efforts et on vous rend la souveraineté sur la TVA. Alors il faut savoir que l'Union européenne recule comme ça sur plein de sujets. Le plus drôle, c'est la réglementation des théières et puis des grille-pains. La Commission européenne a arrêté ses travaux sur cette réglementation simplement pour pas fâcher les Anglais, pour qu'ils soient pas tentés de voter pour le Brexit. Donc en fait, on nage dans le, c'est complètement débile. Enfin voilà. Donc les propositions définitives de la Commission européenne sur la TVA ne seront présentées qu'en 2017 et elles devront obtenir, comme d'habitude, le soutien des 28 pays membres. C'est-à-dire qu'il faudra l'unanimité et du Parlement pour qu'elles puissent être appliquées. Donc on n'est pas sorti de l'auberge et c'est pas demain que ça va se faire. Chose un peu plus grave, c'est tout ce qui est autour du diesel et de la pollution. Alors vous savez que suite au scandale Volkswagen, la France a décidé de tester des véhicules en conditions réelles. La France a prélevé 50 véhicules et aucun des véhicules, alors un véhicule par marque et par type, hein, et tous n'ont pas été testés encore, et aucun des 50 véhicules testés n'est conforme. Les seuils sont dépassés d'un facteur 2 à 11. Euh, alors en fait, au 1er janvier 2017, une nouvelle procédure d'homologation en conditions réelles de conduite, qui s'appelle RDE, et non plus seulement en labo, entrera en vigueur au sein de l'Union européenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Commission européenne a voté une réglementation autorisant à relever les seuils en fait de pollution de 210% pour le diesel jusqu'en 2020, puis 150% après, et de 110% pour l'essence. C'est-à-dire que comme ces règles ne fonctionnent pas, personne n'y arrive, et que ça a contraint les gens à tricher parce que personne n'arrive à respecter ces règles, eh ben on change les règles et puis on modifie les règles. Alors là, c'est assez grave parce que tous les arguments qui avaient été pris pour la santé publique en relation notamment avec le diesel, eh ben, l'Union européenne s'assoit dessus et plutôt que de dire aux constructeurs, bah, écoutez, faites des efforts, elle relève ses seuils de 210% sur le diesel, en sachant qu'il y a des véhicules qui polluent 11 fois plus que ce qui était prévu dans la norme. Donc tout ça, c'est de l'esbrouf, c'est de la rigolade, c'est n'importe quoi. Et donc, encore une fois, la Commission montre que ce qu'elle fait ne fonctionne pas. Alors un autre sujet, pareil, les règles de la Commission et du marché unique qui ne fonctionnent pas, c'est tout ce qu'autour de la transparence fiscale. Donc la Commission annonce à grand bruit qu'elle fait des travaux, qu'elle mène des travaux sur des obligations de déclaration pour les grandes entreprises opérant dans l'UE et sur les paradis fiscaux. Alors Juncker annonce fièrement ses travaux, mais il oublie de nous dire que l'ancienne liste des paradis fiscaux est une blague. Aucun État membre de l'UE n'y est cité. Aucun État ami n'y est cité, notamment le Delaware des États-Unis, qui est un des plus gros paradis fiscaux du monde, n'y est même pas cité. Que la nouvelle liste des paradis fiscaux sera proposée dans 6 mois. Pour des spécialistes, il ne faut pas 6 mois pour savoir où sont les paradis fiscaux. Il oublie de dire que les LuxLeaks, c'est-à-dire en fait le scandale financier et fiscal qui a eu lieu au Luxembourg, font encore des dégâts. Le Premier ministre, notamment actuellement, est en position délicate à cause de ça, et que les arrangements fiscaux ont été mis en place sous le règne de Juncker. Donc c'est Juncker lui-même qui a trafiqué les réglementations fiscales dans son pays. Et c'est lui qui annonce fièrement ses travaux. La directive sur la réforme bancaire est une vaste blague, ce qui a été notamment mis en place d'abord par Barnier puis après par Moscovici était vide de contenu, notamment les grandes banques peuvent continuer à faire ce qu'elles veulent et les banques de dépôt et les banques d'affaires n'ont pas été séparées. Et en plus, quand on regarde bien ce qu'on nous annonce comme une révolution, les obligations, ces déclarations des grandes entreprises, ça devra être mis en place en 2018. Donc en fait, on laisse bien le temps aux entreprises de se réorganiser, de déplacer leur argent de paradis fiscaux en paradis fiscaux, de faire leur magouille fiscale d'ici 2018. Donc tout ça, c'est de l'esbrouf. Alors dernier sujet dans cette section, c'est le marché du vin en vrac. Alors la guerre du vin en vrac tourne au vinaigre, sans mauvais jeu de mots, entre la France et l'Espagne. Donc Madrid s'insurge des attaques menées par les agriculteurs et les viticulteurs français contre les viticulteurs espagnols, qui bloquent des camions citernes qui montent d'Espagne et qui les vident dans les caniveaux sans qu'il y ait de punition, sans qu'il y ait de punition au niveau national.
Alors les Français dénoncent la concurrence déloyale des vins espagnols à prix cassé. Alors sur l'année 2015, il y a eu un total de 7,2 millions d'hectolitres de vin importés, et donc on ne l'accepte pas, disent les vignerons, parce qu'on suspecte de la fraude. Sur ces 7,2 millions d'hectolitres, 5,7 millions venaient d'Espagne, soit 80% du total. Donc 80%, 83% du vin importé en gros en France vient d'Espagne. Alors écoutez bien, le vin en vrac espagnol est vendu entre 30 et 40 euros l'hectolitre. Donc vous entendez bien, 3 à 4 centimes le litre, soit 2 fois moins cher que le vin français de qualité équivalente. Alors du vin de qualité à 3-4 centimes le litre, personnellement, j'aimerais pas le boire. Alors tout ça pour voir, pour illustrer le fait que le marché libre, c'est bien beau, la concurrence libre et non faussée, c'est bien beau, la libre circulation des biens, c'est bien beau, mais en fait rien ne fonctionne. Et actuellement, la Commission européenne met rustine sur rustine pour essayer de faire fonctionner des choses qui fonctionnent pas. Je vous ai parlé la semaine dernière des travailleurs détachés, je vous ai parlé la semaine dernière de la directive cabotage. Bon, ben, comme ça, toutes les semaines, on a des rustines qui apparaissent. Donc, en fait, ça devient de plus en plus compliqué et de moins en moins efficace. Guy, est-ce que des questions dans le public? Non, pour l'instant, Yannick, aucune question. Moi, à titre personnel, par contre, je dirais que vu tout ce que tu nous présentes, je pense que c'est un sentiment général. Là, concernant l'UE, on nage vraiment dans le vaudeville, mais on sent quelque part que la panique est là, pour le coup, dans l'UE. Ça sent vraiment le sapin. Bah, en tout cas, d'un point de vue économique, d'un point de vue échange, d'un point de vue euh, comment dire, processus qui devrait se mettre en place et fonctionner, apparemment rien ne fonctionne, quoi. Tout part en cacahuète de tous les côtés, quoi. Alors, je vais vous parler de la suite des référendums, du référendum aux Pays-Bas. Donc, vous savez que le Pays-Bas a organisé un référendum le 6 avril, que ce référendum a eu plus de 30% de participation, donc qui était valide, et que 61,1% des Néerlandais avaient voté contre la ratification de l'accord Union européenne-Ukraine. Euh, Évidemment, il y a eu quelques émois à la Commission européenne et dans les différentes chancelleries, mais voilà, on n'entendait plus beaucoup parler. Et puis, il y a 2 jours, les choses ont repris assez fort. Il y a eu une réunion à laquelle il y avait Hollande et Merkel, et donc ils ont fait quelques déclarations à ce sujet. Alors notamment Hollande a déclaré qu'il appliquerait l'accord, quelle que soit la position des Pays-Bas, et Merkel, plus subtile, a dit qu'elle attendrait la décision avant de se prononcer. Donc déjà Hollande, dans sa première déclaration, disons de toute façon j'applique l'accord, quelle que soit la position des Pays-Bas, c'est un mépris de la démocratie et de la volonté du peuple c'est pire que Sarkozy, quoi. Alors, Hollande a dit, pour ce qui concerne l'Europe, elle va appliquer ce qui peut l'être de l'accord d'association, et pour nous, France-Allemagne, nous continuerons à soutenir l'Ukraine et appliquer dans nos pays respectifs l'accord d'association. Donc, ce qui veut dire que il s'assoit sur les traités. Hollande s'assoit sur les traités, puisqu'il n'a pas été ratifié, et il s'assoit sur les traités au sens les traités européens et les traités au sens de l'accord Ukraine, puisqu'il n'a pas été signé, mais qui veut l'appliquer quand même. Donc ce mec est un gangster. Hollande est un voyou. Alors Merkel était un petit peu plus subtile dans ses déclarations, mais quand même. Alors Merkel a dit les Néerlandais trouveront une réponse, il faut l'attendre, ils vont l'élaborer avec les institutions européennes. Quant au reste, il est tout à fait souhaitable que l'évolution de l'Ukraine en direction de l'Union européenne pour respecter certaines normes prévues dans l'accord d'association soit poursuivie. De même que nous avons surmonté d'autres dossiers difficiles, il sera également possible de régler ces difficultés, mais là nous nous en remettons aux Néerlandais et aux institutions européennes. Donc sa déclaration est un peu plus subtile, mais elle ne dit pas grand-chose en disant ben non, cet accord n'est pas ratifié, nous ne l'appliquons pas. Elle dit ben en fait on va trouver un moyen de l'appliquer quand même. Alors on a appris le 11 avril que la Commission européenne proposera dans le mois à venir un régime de déplacement sans visa aux Ukrainiens, et ce malgré le référendum néerlandais, c'est-à-dire bien que l'accord UE-Ukraine ne puisse pas être appliqué, en fonction de la ratification ou non de la Hollande, bah, la Commission a déjà dit qu'elle proposerait des visas possibles pour les Ukrainiens, alors que c'était un des points de l'accord. Alors, on peut remarquer l'importance des expressions démocratiques des pays et de leur prise en compte aussi bien par la Commission que par Merkel que par Hollande. Alors, chose un peu moins rigolote, mais assez symptomatique, l'extrême droite ukrainienne a menacé les Pays-Bas à propos du référendum. Donc, une vidéo a été diffusée sur YouTube. On pouvait y voir
6 hommes cagoulés en uniforme du bataillon Azov, une unité de la garde nationale ukrainienne aux vues radicales, voire néo-nazis. Et dans cette vidéo, il disait, en anglais et en ukrainien, et en anglais avec un fort accent ukrainien, ce qui est normal, n'osez pas aller contre l'Ukraine, cela finira très mal pour vous. Nous porterons le chaos non seulement dans vos cerveaux, mais aussi dans vos maisons. Vous le regretterez. Nous vous trouverons partout, dans les cinémas, au travail, dans votre chambre, dans les transports publics. Ça s'appelle menace de mort. Hein. Alors, il faut savoir qu'une pétition circule en Ukraine qui demande d'imposer des visas aux ressortissants des Pays-Bas, ce qui semble quand même faciliter les relations entre les pays. Chose collatérale à ce référendum, il y a un monsieur qui s'appelle Fraser Cameron, de nationalité britannique, qui est un ancien haut fonctionnaire de la Commission européenne, qui a déclaré qu'il était donc maintenant c'est un analyste politique, hein, il n'est plus à la Commission européenne, et c'est un gars qui a une forte audience en Angleterre sur les affaires européennes. Il vient de publier un article sur le site d'Euractiv pour réclamer l'interdiction des référendums à travers toute l'Europe dès lors qu'ils porteraient sur les politiques européennes. Donc voilà un monsieur qui nous dit qu'il faut interdire les référendums en Union européenne si ça porte sur des politiques européennes. Et il demande à la Commission européenne de faire une directive interdisant les référendums. Alors c'est un monsieur quand même qui... Enfin, moi je trouve ça c'est de la dictature et ça allait au-delà de toutes les constitutions, des législations des pays, des habitudes des pays. Enfin, pour moi c'est une crapule ce mec-là. Dans la même veine, le ministre des Affaires étrangères luxembourgeois, qui s'appelle Jean Hasselborn, a déclaré « Le référendum n'est pas un instrument approprié pour résoudre des questions complexes en démocratie parlementaire. Si vous voulez que l'Europe s'effondre, il ne faut organiser plus de référendums. » Donc voilà un gars qui dit, donc il est ministre des Affaires étrangères en cours, il dit « Vous voulez tuer l'Europe, faites des référendums. » Donc en gros, c'est-à-dire vous voulez tuer l'Europe, appliquez la démocratie. Donc c'est bien ce qu'on dit toujours. L'Europe et la démocratie, ça peut pas aller ensemble. Alors Nigel Farage de UKIP en a profité pour faire une petite sortie en disant « Votre vote est le hors-d'œuvre, notre vote est le plat principal ». Évidemment, il faisait référence au Brexit, en tout cas au référendum sur le Brexit qui est prévu le 23 juin. Alors dernière minute, j'ai lu ça juste avant de prendre la parole tout à l'heure. C'est un article qui m'a échappé apparemment, qui était d'hier mais qui m'a échappé. Le Premier ministre néerlandais, qui est apparemment le plus démocrate de la bande, a dit qu'il tiendrait compte des résultats du référendum, chose qu'on ne savait pas jusqu'à ce qu'ils disent. Donc, ce qui veut dire que bien que le référendum ne soit pas contraignant, il va en tenir compte, et que le traité ne serait pas ratifié par son pays. Donc là, ça met quand même une sacrée épine dans le pied de pas mal de monde, et il demande de rentrer dans une négociation article par article. Donc il demande que les pays, plus la Commission, se remettent autour d'une table et négocient article par article cet accord UE-Ukraine. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, et il y a un nouveau bras de fer, une nouvelle crise en vue en Union européenne. Donc voilà encore un problème de plus pour les diplomaties, les pays, la solidarité européenne, voilà. Donc ça va. Je pense que ces prochaines semaines vont être assez rock'n'roll. Quelqu'un veut réagir là-dessus ? Alors oui, on a une demande de prise de parole. Ceci étant, quand tu nous parles des faits et gestes de Hollande, on sent que parmi nos auditeurs, il y a quand même un grand élan de sympathie pour Hollande. Je te citerai quelques petites remarques pour la forme. Hollande s'assoit sur notre gueule depuis 2012, ou encore Hollande finira dans les poubelles de l'histoire. Bah, je crois qu'on peut y associer Sarkozy. Hein. On peut y associer Sarkozy. Hein. Sarkozy et Hollande, pour moi, c'est le même moule, et c'est des gens qui ne sont pas des démocrates, quoi qu'ils en disent. Ce sont des gens qui sont à la solde, alors de qui? Des multinationales, de l'Union européenne, de la technocratie, mais en aucun cas, ce sont des gens qui respectent le peuple. Nous sommes absolument d'accord. Là, je vais te passer Régis du 31 qui a une question ou deux à te poser. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est juste une précision. Le Conseil européen, donc qui est le Conseil des chefs d'État, vote par consensus, c'est-à-dire à l'unanimité. Et donc, si le Premier ministre hollandais a déclaré qu'il tiendrait compte du vote du peuple, ça veut dire que le consensus n'aura pas lieu au sein du Conseil européen. Et donc,
par voie de conséquence, toutes les décisions de Hollande ou de Merkel contredisent l'article, alors je ne sais plus si c'est le 14 ou si c'est le 16, qui définit le fonctionnement du Conseil européen. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que si l'Ukraine a cette attitude agressive, à mon avis, c'est qu'elle est soutenue par les États-Unis. De toute façon, je crois que j'ai un petit point derrière. Les États-Unis sont derrière tout ça, hein. Il y avait une question là de Raphaël. Quelles répercussions les accords ukrainiens peuvent engendrer au niveau géostratégique international? Alors, pour l'instant, de mon point de vue, il n'y a pas de répercussions géostratégiques pour l'instant. Là, on est dans un accord de libre-échange. Là, vous savez que le Premier ministre avait démissionné en Ukraine. Aujourd'hui, je crois, il a à nouveau été nommé. C'est un Premier ministre pro-occidental. Il est pas pro-russe, hein, il est pro-occidental. C'est un gars qui parle pas anglais, qui pour une fois n'a pas été formé sur les bancs des États-Unis. Néanmoins, il est pro-occidental. Donc, pour l'instant, c'est un stand-by et c'est surtout des problèmes de visa et des problèmes de libre-échange qui vont se passer. Mais d'un point de vue géostratégique, pour l'instant, il n'y a pas de conséquences. Régis, tu peux... Je crois qu'il y a Régis qui veut ajouter quelque chose. Ouais, je voudrais dire que quand même, ce qui se passe en Ukraine aussi, il faut voir la situation intérieure de l'Ukraine. Et ce qui se passe en Ukraine, c'est un mouvement vers la scission entre la partie occidentale de l'Ukraine, donc avec Kiev, et Novorussia, qui ne compte pas seulement le Donbass et le Donetsk, mais plusieurs autres provinces. Et donc, je pense que l'attitude de Kiev dans cette affaire peut avoir des répercussions pour précipiter cette scission. Mais je pense pas que ça soit lié à cette opération, à cet épisode de référendum hollandais. Ouais, mais ça peut être un facteur d'accélération. Un catalyseur. On va dire ça comme ça. Alors, je vais... Ah, vas-y, continue. Alors, je vais faire un petit point sur l'OTAN, mais je vais tout de suite passer au Brexit. Je redonnerai la parole après. Alors, pour l'OTAN, le 7 avril, la France a finalisé par voie parlementaire sa réintégration dans le commandement intégré de l'OTAN en réadhérant au protocole visant à simplifier la vie des militaires de l'Alliance déployés en France. Alors, c'est un texte technique qui constitue la traduction juridique et administrative de la réintégration du commandement intégré de l'OTAN décidé par Nicolas Sarkozy en 2009. Alors, juste pour signaler une chose, c'est que, alors évidemment, les députés de gauche, enfin de gauche, les vrais, hein, Parti communiste, se sont plaints de ce texte en disant que ça ouvrait la porte au retour des forces américaines en France. Alors évidemment, le porteur du texte et le gouvernement dit non, il est hors de question. Mais malgré les promesses et les négations, ce processus ouvre la voie à la réinstallation de militaires américains sur le sol français. Et c'est un accord de l'OTAN. Donc on peut s'attendre que dans les prochaines années, il y ait des manœuvres et il y ait des forces américaines qui se réinstallent en France. Alors on va parler un petit peu de Brexit. Alors c'est moins riche que la semaine dernière, le Brexit. Alors bien sûr, on a toujours la propagande, notamment dans le camp anti-Brexit. Mais je vous rappelle, j'avais déjà dit la semaine dernière, donc le principal syndicat du rail, du transport terrestre et maritime appelle au Brexit, et Mick Jagger, qui je pense en Angleterre reste une personnalité, soutient le Brexit en disant que à court terme ça se passera peut-être pas bien, mais il faut voir le long terme. Homme très raisonnable. Alors chose qu'on a appris en début de semaine, c'est toute fin de semaine dernière, c'est que le pouvoir a mobilisé 10 millions de livres d'argent public pour imprimer et envoyer une plaquette de 8 pages à tous les électeurs pour soutenir la position du gouvernement contre le Brexit. Alors évidemment, ça fait un scandale parce que cet argent est de l'argent public et donc c'est le gouvernement qui soutient une opposition. Donc évidemment, l'opposition, en tout cas les pro-Brexit, se sont emparés de ce truc-là. Alors, il y a eu quand même quelques modifications depuis la semaine dernière parce que vous savez qu'il y a eu le scandale des Panama Papers. Je ne vais pas discuter ici de d'où vient ce scandale et qui l'a organisé, mais en tout cas, Cameron est en très mauvaise posture après les révélations des Panama Papers. En fait, son père avait créé une société offshore et Cameron a hérité des parts. Et apparemment, il a eu des parts qu'il a bradées avant de devenir Premier ministre. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'entre le moment où ce scandale, enfin en tout cas cette information a été révélée, et au moment où il a avoué, il s'est passé 4 jours où il a menti. Il a donné plusieurs versions et il a menti pendant 4 jours. Et ça, apparemment, chez les anglo-saxons, ça se passe
pas très bien, et il a perdu toute crédibilité. Et donc son, son score dans les sondages est en train de chuter, sa popularité est en train de chuter très très vite, et donc ça peut être un, un virage, je dirais, dans la campagne du référendum du 23 juin, parce que là, il y a beaucoup de gens qui vont plus le croire dans ce qu'il raconte. Alors évidemment, Lagarde et le FMI, donc Lagarde à titre personnel et le FMI dans un rapport qui est sorti pour son assemblée générale, ont encore fait pression contre le Brexit en parlant de catastrophe. Alors j'ai lu quelques pages, notamment la page de les pages qui ont été éditées par la Banque d'Angleterre. Tout le monde parle de court terme, personne ne parle de long terme. Donc ils disent à court terme, il peut se passer des choses, mais personne ne dit ce qui se passe à long terme. Or, les analystes un peu plus sérieux disent qu'effectivement, à court terme, dans les 2-3 prochaines années, il risque d'y avoir des bouleversements. Par contre, à long terme, il y a de grandes chances que la situation de l'Angleterre s'arrange. Et ceux qui sont en contre le Brexit n'en parlent jamais. Quelques Oui. actions. Alors, attends. Nous avions une remarque de Mathilde du 78, ça faisait référence à ce que tu as dit précédemment, qui te posait la question, quelles répercussions, on parle de l'Ukraine, hein, quelles répercussions l'Ukraine peut impacter sur les autres pays, style France, Allemagne, etc. Alors, d'un point de vue, de quel point de vue? D'un point de vue économique, le poids est très très faible. D'un point de vue géostratégique, l'Ukraine est quand même coincée à gérer un conflit interne. Ils sont quand même dans une guerre civile. Hein. Il y a quand même il y a une scission entre l'est et l'ouest du pays. La Crimée, on n'en parle plus. Voilà. D'un point de vue exportation, d'un point de vue économique, de toute façon, le pays a besoin de faire des exportations, notamment de céréales, pour survivre. Donc, je pense pas qu'il y ait de grands risques géostratégiques et de grands risques pour les pays à l'extérieur. Le risque serait plus grand, à mon avis, si la Commission européenne donne des visas, ou en tout cas donne des visas, ou rend le visa non obligatoire. Et là, on risque de voir arriver un certain nombre de travailleurs dans dans nos pays, qui vont venir vendre leur travail pour essayer de manger, mais au détriment de notre marché du travail. Donc c'est plus dans ce sens-là que je vois le danger. Si ça reste bloqué, pour l'instant, je vois pas de danger. Bien. Et on avait Régis Chaman qui voulait reprendre la parole. Ouais, c'était juste pour dire que ces informations qui sont sorties sur Cameron dans les papers là montrent encore une fois la folie d'un système qui n'a plus de pensée stratégique et qui pense à court terme. Les États-Unis ont essayé probablement d'amoindrir Cameron parce qu'il a maintenu le Brexit, et du coup c'est complètement contre-productif, puisque l'ayant amoindri et l'ayant mis en difficulté, eh bien ça va donner des voix pour le Brexit. Donc là, on a la manifestation une fois de plus que ce système est en délitement et qu'il ne fait que réagir, surréagir et être contre-productif. Yannick ? Ok, bah écoute, moi j'ai une lecture un peu plus. Moi je pense que c'est l'histoire du Panama Papers. Ce truc-là a été sorti au bon moment par les bonnes personnes, en ciblant un certain nombre de personnes, autour des Algériens, autour de Poutine, autour d'un certain. Et je pense que Cameron, à mon avis, c'est un dégât collatéral qu'ils n'ont pas vu venir. Et à mon avis, c'est plus une bêtise. Parce que je pense que aucun analyste ne peut passer à côté de ça, quoi. C'est-à-dire que si Cameron sortait affaibli de cette histoire-là, c'était pas bon pour la position des États-Unis. Donc moi, j'ai bien peur que ce soit plus une bêtise et un dégât collatéral qu'une volonté vis-à-vis de Cameron, en tout cas. Maintenant, une demande de parole d'Éric du 17, pardon. Oui, bonjour Yannick, bonsoir à tout le monde. Je voulais revenir sur l'histoire de l'Ukraine. Tu dis qu'il n'y a pas véritablement péril en la demeure en voyant l'Ukraine adhérer à l'Union européenne, ou en tout cas avoir porte ouverte et table ouverte à l'Union européenne. Non, c'est le contraire. Attends, Eric, c'est le contraire que j'ai dit. Moi, il y a péril s'il y a un accord. Il n'y a pas péril s'ils restent chez eux.
T'as compris à Oui, mais l'envers. enfin, non. Ah d'accord, non, mais parce que déjà, je dirais, bon, le fait de leur laisser libre circulation, au niveau des personnes, bon, on va bien voir que de toute façon, au niveau des capitaux, ça sera exactement pareil. Et puis, on va également, de deux choses l'une, ou on fait fonctionner encore la planche à billets de l'euro, et à ce moment-là, on va avoir encore un nouvel État boulet à traîner. Ça veut dire que de toute façon, le pognon qui sera versé à l'Ukraine, eh ben, il sortira donc de la poche de l'ensemble des Européens. Ou on facilite et on accélère leur adhésion à l'Union européenne, et non seulement on sera bien sûr obligé de les financer, comme tous les pays qui sont en voie de développement, mais également on va effectivement voir des travailleurs arriver, et puis on va voir également toute la mafia ukrainienne arriver dans nos banlieues. C'est exactement ce que je disais. Hein. Tu répètes ce que j'ai dit. Bon, bah voilà, c'est pas grave. Hein. Bon, désolé. D'ailleurs, vu les pays qui restent dans l'élargissement, hein, que ce soit les pays qui du sud, là, enfin du sud de l'Europe, dans le futur élargissement potentiel, ce sont que des pays pauvres. Donc, de toute façon, c'est que de l'argent qui va aller de chez nous à chez eux. Donc, ça va être où on va payer beaucoup plus cher. De toute façon, c'est de l'argent qu'il va falloir leur verser. Donc, dans tous les cas, ça va déséquilibrer le système, que ce soit l'Ukraine ou les autres. Et je disais bien que il n'y aura pas de problème si l'accord UE-Ukraine n'est pas appliqué. Par contre, s'il est appliqué, c'est là qu'on aura les problèmes. Bon, je continue. Attends, j'ai pas fini, encore deux questions. Tu as une demande de prise de parole de Régis Chaban. Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu as dit à propos du Brexit, dégâts collatéraux. Effectivement, c'est le plus probable. Cela étant, ça démontre ce que je disais de toute façon, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de vision stratégique. S'ils n'ont pas prévu les dégâts collatéraux, c'est qu'ils n'ont plus de vision stratégique et qu'ils sont dans la réaction à court terme. Ça, on est d'accord. C'est-à-dire que oui, ils sont dans l'action instinctive et impulsive plutôt que dans la réflexion sur le long terme. Et là, tu avais une question de Franck du 69. Ouais, bonsoir à tous. Moi, je voulais dire qu'à propos de l'Ukraine, je crois que l'influence sur le reste de l'Europe va être au contraire assez grand, dans la mesure où il y a effectivement des travailleurs qui gagnent 45 € par mois et qui n'ont pas trop de boulot là-bas et qui vont déferler en concurrence avec des Polonais, des Tchèques, des Français, des Espagnols, etc. Et puis que ce que j'avais pas entendu de la part Yannick, mais j'ai entendu de la part d'Eric, effectivement une pègre. Il faut imaginer que c'est des gens qui sont dans une mer de noir depuis des années et pour qui il n'y a plus de règles et qui, en plus, avec des armes qui traînent à droite à gauche. Ça va faire un petit peu comme les Albanais et les Ukrainiens. Je sais ça de la part d'un ami à moi qui habite au Vaucluse. Et la pègre ukrainienne, c'est pas des rigolos. Moi, je pense que c'est juste dramatique. Voilà. Bon. Yannick, une petite réponse? C'est bien ce que je disais. Donc, je répète, moi je disais qu'il n'y avait pas de problème si l'accord n'était pas appliqué. Si l'accord est appliqué et qu'on laisse rentrer les Ukrainiens en Union européenne, on ne sait pas où ça va aller parce que, comme disait Franck, leur mafia ou leur pègre est extrêmement violente. C'est pas des tendres. Hein. Les travailleurs, le salaire de base c'est 45 € par mois quand même en Ukraine, faut savoir. Donc ça va encore déséquilibrer le système. Voilà, donc j'ai bien dit que si l'accord est appliqué, il y avait des problèmes. C'est si l'accord n'est pas appliqué, ou il y a, à mon avis, au contraire, c'est si l'accord n'est pas appliqué que les choses se passeront bien. Bon, une dernière question de Raphaël 78. Comment affirmer que les pouvoirs soient forcément en panique comme vous le faites? La stratégie du chaos, c'est une légende alors? Alors, quand il y a une stratégie, normalement, les décisions s'enchaînent les unes les autres avec un objectif qu'on peut retracer a posteriori, c'est-à-dire a priori, on peut pas forcément le détecter, mais a posteriori, on peut le détecter. Or, actuellement, ça ouvre sur tous les fronts, et je pense que le référendum des Pays-Bas, personne n'avait imaginé. Le fait que le Premier ministre, non, on va appliquer le référendum,
les gens ne l'avaient pas imaginé. Que les choses tournent mal de cette façon-là, je vais vous dire après que l'Autriche mette un grillage entre l'Autriche et l'Italie, il y a quoi? Il y a 3 mois, personne ne pouvait le dire. Donc en fait, là, il y a des réactions à des stimuli différents et il n'y a plus d'opérations qui s'enchaînent les unes les autres. Donc c'est bien, c'est des réactions. Or, quand on réagit, c'est qu'on n'a plus la maîtrise. Ok. Bon, écoute, on n'a plus vraiment de questions, donc tu peux poursuivre. Alors j'ai mis dans un paquet que j'ai appelé Schengen un certain nombre de choses. Alors c'est pas toujours autour de Schengen, mais bon c'est pas grave. J'ai regroupé ça là parce que je sais pas le mettre ailleurs. Alors autour de l'accord Union européenne-Turquie. Alors Erdogan, directement le grand chef, se plaint que l'Union européenne ne respecte pas sa part du contrat. Donc en fait que dans le cadre de l'accord Union européenne-Turquie sur les livraisons de migrants par wagon là, il a prévenu que la Turquie ne remplirait pas sa part du marché si l'Union européenne ne respectait pas elle-même ses promesses, évoquant notamment l'exemption des visas dès juin pour les citoyens turcs voulant se rendre en Europe. Donc voilà un autre problème. La Commission européenne, avec Merkel et le Premier ministre hollandais, sur ce coup-là, a imposé cet accord, et notamment dans la contrepartie des 6 milliards, on donne 6 milliards à la Turquie, on lui donne autant de visas qu'elle veut, pour que la Turquie réaccepte les migrants qu'on renvoie chez elle. Donc ça, c'est dramatique parce que maintenant, une fois qu'on s'est engagé, Erdogan n'a plus qu'à mettre un chantage sur cet engagement irresponsable de l'UE en leur disant, écoutez, vous me donnez les visas, ou plutôt j'ai une exemption de visa, ou alors vous démerdez avec vos migrants. Donc on a donné une arme extrêmement puissante à Erdogan pour obtenir ses visas. Donc on s'est mis dans une situation extrêmement difficile, et aucun joueur d'échecs ou aucun boxeur ou aucun joueur de Go ne voudrait se mettre dans une situation comme ça. En fait, on a donné un bâton pour se faire battre. Autre chose, on a appris que les migrants expulsés de Grèce vers la Turquie, en fait, sont transférés dans des camps de rétention, c'est-à-dire qu'ils sont mis dans des baraquements avec des grillages de 4 mètres de haut, et puis c'est comme une prison, et puis en attendant de traiter leur dossier, ils sont traités comme des prisonniers. Donc on est très très loin de ce qui avait été prévu, et donc ce qu'avait dit l'OMS, la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, et ainsi de suite, se révèle exact pour l'instant. Chose ici importante, c'est qu'on a appris que la Turquie renvoyait des réfugiés en zone de guerre, ce qui est strictement interdit par la Convention de Genève, et qui avait été souligné notamment par la Croix-Rouge et Médecins sans frontières, c'est que la Turquie a renvoyé quelques milliers de réfugiés directement en Syrie, donc au risque qu'ils se fassent tuer dès qu'ils rentrent chez eux. Donc voilà, c'est les gens avec qui on a passé des accords. Alors maintenant un petit point sur la lutte contre le terrorisme. Alors c'est une anecdote que je vais vous donner, mais je la trouve assez symptomatique. C'est une anecdote qui démontre la dégradation de l'ambiance globale au sein de nos institutions. Donc au Parlement européen, Guy Verhofstadt, qui est un grand chef complètement fou fédéraliste, faisait une déclaration sur l'importance cruciale d'un FBI européen, en disant que si on n'avait pas de FBI européen, on pouvait rien faire contre les terroristes et ainsi de suite. Alors, il l'appelle pas comme ça, mais bon, c'est le nom que je lui donne. Et pendant ce temps-là, il y a un député anglais, chef de la représentation des Anglais quand même, qui l'a traité de branleur en mimant le geste de la masturbation. Et ça c'était pris sur les caméras, vous pouvez voir la vidéo sur les vidéos officielles du Parlement européen. Donc les gens en arrivent à un point, ils sont du même groupe, ils sont du même groupe parlementaire, au même parti, le PPE. Donc on en arrive à un point où les députés européens s'insultent gravement, c'est pas des insultes au sens diplomatique, c'est des insultes, des gestes graveleux au sein de l'institution, donc il n'y a plus rien qui fonctionne, quoi. Là on est arrivé à un point, ils vont se battre bientôt, c'est déjà arrivé dans d'autres parlements, mais il est possible qu'ils se mettent qu'ils se mettent dessus dans pas très très longtemps. Alors, autre point sur Schengen, l'Autriche envisage de fermer sa frontière sud avec l'Italie avec un grillage. Alors, évidemment, tout de suite, la Commission s'en est émue, tous les grands chefs, tous les grands étoilés s'en sont émus, c'est incroyable, Schengen, et ainsi de suite. Mais enfin, voilà, la réalité des choses, c'est qu'il n'y a plus rien qui fonctionne et que l'Autriche... donc l'Autriche et l'Italie, c'est quand même 2 pays raisonnables, c'est pas des pays voyous. Et l'Autriche va fermer sa frontière sud avec l'Italie. Alors, autre point qui pourrait être plus intéressant, mais on verra que c'est Glesbrouf, c'est que, alors c'est plus largement que Schengen, donc c'est qu'en mesure de rétorsion contre les USA et le Canada, qui exigent des visas pour quelques pays de l'UE, notamment la Roumanie et la Bulgarie, l'Union européenne pourrait exiger en retour des visas pour les ressortissants des USA et du Canada.
Donc il y a une menace. La Commission a dit, écoutez, si vous continuez à demander des visas pour les voyageurs roumains et bulgares, et ben nous on demandera des visas pour les Canadiens et les USA. Alors bien sûr, c'est qu'une menace, et techniquement et diplomatiquement, ça n'a aucune chance d'être mis en place. Donc voilà, on fait les gros bras, on menace, et puis en fait, il se passera strictement rien. Alors dernier point que j'ai classé dans Schengen, et je pense que c'est le point le plus important de cette section, c'est autour de la Macédoine. Alors la Macédoine, c'est un petit pays de mémoire de 2,1 millions d'habitants qui est au nord de la Grèce. C'est un État qui est ni dans l'Union européenne ni dans Schengen. C'est un État qui est candidat à l'entrée dans l'Union européenne depuis 2005. Il faut savoir que la route principale des migrants qui viennent de Syrie, Turquie, Grèce passait par la Macédoine, c'est-à-dire qu'ils passaient par la frontière nord de la Grèce pour passer en Macédoine. La Macédoine a fermé sa frontière avec la Grèce assez fermement et refuse que les gens passent par sa frontière. Et c'est tout à fait son droit, parce que n'étant ni dans l'UE ni dans Schengen, elle est souveraine sur ses frontières, et si elle décide de fermer ses frontières, personne ne peut l'en empêcher. Alors, ces derniers jours, les forces de Macédoine ont tiré des grenades lacrymogènes et assourdissantes sur des réfugiés qui tentaient de passer la frontière, et le gouvernement a été rappelé à l'ordre par la Grèce, l'Union européenne et les USA. Alors, que la Grèce rappelle à l'ordre, puisque ça se passe sur son territoire, on peut comprendre. L'Union européenne, on peut l'imaginer, bien que ce ne soit pas un État de l'Union européenne. Par contre, les USA, on se demande pourquoi est-ce qu'ils interviennent là-dedans. Alors, le point le plus important, c'est que les USA et l'Union européenne mettent en garde le gouvernement de Macédoine qui vient d'amnistier 57 personnes dans une affaire liée à un scandale d'écoute illégale. Alors, il faut savoir que autant des personnes de la majorité que des personnes de l'opposition ont été amnistiées. Ivanov, le président, a présenté l'amnistie comme une mesure de normalisation, de paix, je dirais, de concorde nationale et de paix pour arrêter avec ce problème. La procédure est juridiquement valide et relève de la souveraineté du pays. Et dans le pays, il y a des manifestations pour contester cette procédure. Alors moi, je ne juge pas la moralité de la chose, mais on vient par un autre canal, on vient d'apprendre qu'Israël allait construire 200 logements illégaux en Cisjordanie occupée. Je vous rappelle que les colonies israéliennes sont illégales au sens de l'ONU, que la construction dans ces colonies est encore plus illégale. Alors quand l'Union européenne et les USA crient au scandale à propos d'une procédure légale d'amnistie en Macédoine, on ne l'entend pas sur les comportements légaux d'Israël. Alors, je pense que nous allons voir comme par magie naître une révolution orange en Macédoine. Le fait que les États-Unis, l'Union européenne s'ingèrent comme ça dans les affaires internes du pays, ça sent très mauvais pour ce pays. Et à mon avis, il va y avoir des émeutes, il va y avoir quelques manifestations violentes qui risquent de faire du mal au gouvernement de Macédoine. Est-ce que des gens veulent réagir autour de ça ? Pour l'instant, non, pas de demande de prise de parole. Alors, on va faire un petit peu d'ingérence. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, si ce n'est qu'une ingérence des USA en Union européenne, comme d'habitude. Alors, Obama a déclaré, je vous avais dit la semaine dernière que des forces blindées américaines allaient stationner dans les pays de l'Est de l'Union européenne, en fait sur la frontière russe, et circuler sur le bord Est de l'Union européenne, en disant que c'est pour sécuriser les frontières. Alors, depuis, Obama a déclaré « Nous investissons dans les capacités militaires en vue de dissuader l'agression et d'assurer notre sécurité et la sécurité de nos alliés. Cela prévoit le renforcement de nos positions en Europe pour soutenir nos alliés au sein de l'OTAN, notamment sur fond d'agression croissante de la part de la Russie. » Alors, fermez les guillemets. On remarquera le terme « agression croissante », on parle même plus de menace d'agression, mais d'agression croissante. Donc, Obama affirme que la Russie agresse l'Union européenne. Pour ma part, je suis l'information, j'ai pas entendu parler de chars ou d'avions qui rentraient dans l'Union européenne sous forme menaçante. Bon, voilà. Alors, faut savoir aussi que pour l'année fiscale 2017, le Pentagone a demandé un budget de 582,7 milliards de dollars, dont 3,4 milliards de dollars pour renforcer la sécurité en Europe. Donc en fait, c'est investir et mettre des armes, des bataillons, je connais pas le terme, en tout cas des soldats et des blindés en Europe. 3,4 milliards en plus. Quelques réactions ? Alors oui, Franck du 69 demandait la parole.
Oui, j'ai vu passer l'autre jour des chiffres, des mises à jour des chiffres de dépenses militaires mondiales. J'ai pas eu le temps de noter euh, tous les plus importants, mais les dépenses qui étaient de 1400 et quelques milliards, apparemment sont plutôt autour de 1600 milliards dans le monde entier. Les Américains, tu viens de citer le chiffre, on semble pas avoir trop évolué. Par contre, un autre chiffre que j'ai retenu, c'est que l'Arabie Saoudite, elle était presque passée devant la Russie en termes d'investissement militaire. Voilà, donc des chiffres qui sont en inflation un peu partout sur le sujet. Très inquiétant. Oui, effectivement, on vit une période de tension et de réarmement qu'on n'avait pas connue depuis très très longtemps. On n'a plus d'autres questions pour l'instant. Ah si, Alors, Eric du 17. Franck, l'augmentation des dépenses militaires et surtout aussi le fait des augmentations des dépenses militaires de la Chine, hein, qui là est en train de rejoindre en termes de montant les dépenses militaires des États-Unis, bon, tout en restant assez loin quand même. Un commentaire, Yannick? non, mais de toute façon, d'un côté, il y a des pays qui dégraissent leur armée. Vous savez que Hollande a annoncé l'embauche de 800 militaires, hein, c'est ridicule, et surtout de geler les débauches qui avaient été prévues. Et puis il y a des pays qui sont en train de se surarmer, notamment en Moyen-Orient et puis en Asie, quoi. Une demande là de Kevin du 29 pour une prise de parole. Alors, est-ce que tu penses, Yannick, qu'on se dirige vers une forme de troisième guerre mondiale plus ouverte et tu penses que c'est pour bientôt ou dans quelques mois, dans quelques années? Alors, je suis pas devin. Ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui excitent qui excitent des conflits locaux. Alors après, est-ce qu'ils vont diverger ou pas, ça je peux pas le prévoir, mais c'est sûr que on n'est pas dans une phase de paix internationale en se disant tout va bien, peace and love, hein. Il y a quand même quelques acteurs qui sont essentiellement les Américains et leurs affidés qui me foutent un bordel pas possible un peu partout. Alors est-ce que leur volonté est de créer un conflit mondial? Je ne sais pas. Leur volonté est de vendre des armes, certainement. Leur volonté de relancer le business par la destruction, comme ils l'ont fait d'habitude, c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce qu'ils ont la volonté d'un conflit mondial? Je ne pense pas. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Et est-ce que va y avoir un conflit mondial? Personne n'est capable de le dire. Maintenant, il est clair que les Américains foutent un bordel partout où ils passent et qu'ils aiguillonnent notamment les Russes, hein. Euh, je pense qu'ils vont avoir des soucis. On a encore appris qu'il y a des avions qui avaient survolé des bâtiments américains à l'ouest de Kaliningrad et que les Américains n'ont pas pu réagir, hein. Ils ont été survolés 30 fois, je crois. Ils n'ont pas bougé. Donc je pense qu'ils vont prendre une fessée avec l'aviation américaine, aviation russe, s'ils commencent à faire des bêtises. Mais bon, pour ce qui est de la guerre mondiale, personne ne peut le savoir. Si on le savait. Un petit commentaire peut-être, Régis, sur cette problématique de troisième guerre mondiale ou pas? Non, il est apparemment, parti. il est parti. Par Bon. contre, là, on a une dernière question de Eric que je vais vous passer. Juste une information que j'ai indiquée d'ailleurs en Ukraine. Volodymyr Groysman a été nommé Premier ministre. Or, pour ceux qui ne le savent pas, certainement nombreux, moi je l'étais aussi, c'est quand même lui qui a fondé le parti néo-nazi en Ukraine. Donc je pense que d'une façon, quand on parlait de Troisième Guerre mondiale, je pense que la détermination des États-Unis est bien de faire que l'Europe éclate, explose, et que et mettre à bas, toute notre civilisation pour devenir véritablement les seuls interlocuteurs mondiaux au niveau économique. Moi, je pense que ça serait aller un peu vite en besogne parce que la Chine est derrière. La Chine a des réserves de change qui leur permettent de faire beaucoup de choses. Et c'est plus avec l'Europe qu'il faut voir, c'est avec la Russie et la Chine et surtout leur alliance.
Oui, effectivement, mais je pense que les Américains restent coincés dans leur schéma habituel, hégémonique, et ils ne voient pas plus loin. Ceci étant, nous n'avons plus de... Ah, si, vient de ressurgir, Régis Chabot. Ouais, pour répondre à Eric, ce qui se joue dans la stratégie des États-Unis, qui entendait contrôler le continent eurasiatique, oui, c'est le Portland et le Sealand, c'est la baleine et l'éléphant, hein, selon la doctrine de Mackinder. Pour contrôler la planète, il faut contrôler le centre des terres, c'est-à-dire le Heartland, c'est-à-dire le continent eurasiatique. Et c'est la doctrine de Brzezinski. Les Américains ont perdu le centre de l'Eurasie, puisque la Russie a retrouvé sa puissance. Ils ont perdu l'Orient de l'Eurasie, puisque la Chine a une puissance économique supérieure à celle des États-Unis, et qu'en plus, elle dispose d'une épée de Damoclès sur l'économie états-unienne, et qu'il ne leur reste plus que l'Occident du continent eurasiatique à maîtriser, c'est l'Union européenne. Donc, il faut voir ça de façon globale, et je ne suis pas certain que tes analyses soient complètes, Eric. Guy, on continue. Allez, c'est bon, on continue. Alors, je vais vous parler un peu de tout ce qui tourne autour du TSCG, donc traité budgétaire, du TAFTA et des GOPE. Donc, ça, il y a différentes choses. Alors, autour du TSCG, alors c'est un peu une analyse, je dirais, de biais. Alors, comme la France a des besoins de dépenses supplémentaires, notamment avec les dernières promesses de Hollande, augmentation des fonctionnaires qui n'était pas prévue, promos des étudiants, hein, il a quand même promis 500 millions d'euros dans les jours qui viennent de précéder. Mais comme la France, en plus, est inféodée au traité budgétaire, au traité TSCG, c'est-à-dire qu'il y a des promesses de trajectoire, de déficit, de dette dans les prochaines années, donc les coupes de crédit qui sont déjà très élevées vont s'amplifier. Donc on peut l'annoncer déjà, on peut savoir que l'augmentation des fonctionnaires et les promesses d'argent aux étudiants, entre autres, hein, on sait qu'il va falloir retrouver cet argent puisque le budget n'a pas été modifié, il n'y a pas eu de modification de budget. Donc on peut s'attendre à un nouveau tour de vis, notamment dans les collectivités territoriales et les hôpitaux, en sachant que les collectivités sont au bord de l'implosion. On a appris récemment que le département du Nord avait une dette d'1,2 milliard d'euros, que la région Poitou-Charentes était en cessation de paiement sur 120 millions d'euros pour une dette totale de 1 milliard d'euros. C'est pas les seuls, il y en a d'autres. Plusieurs départements n'arrivent plus à payer le RSA. Donc, ce qui veut dire que si on continue à serrer les boulons, comme ça va se faire forcément, puisque il y a des promesses supplémentaires, eh ben, il faut s'attendre que dans les années qui viennent, les choses vont être très très difficiles. Alors, j'ai appris de façon très surprenante qu'une soixantaine de députés et de sénateurs socialistes ont publié une tribune sur le site du Monde pour que le Parlement européen ne soit pas réduit au silence dans le cadre du traité de libre-échange transatlantique, appelé TTIP ou TAFTA. Donc ce traité qui est négocié entre la Commission européenne et les États-Unis. Ils écrivent sur leur déclaration: nous demandons solennellement au gouvernement français de refuser de signer tout accord avec les États-Unis si le Parlement est réduit au silence. Ce sont des élus socialistes de diverses sensibilités. Donc, ce qui veut dire que la résistance s'organise et il semble que nos députés sont en train de prendre conscience des choses et refusent que le traité, si jamais il est négocié et vient à ratification, soit ratifié. Alors, vous savez que c'est un traité qui risque d'être ratifié au niveau Parlement européen sans passer par les parlements nationaux. Donc c'est ce qu'ils refusent. Ils veulent absolument que ce traité passe par les parlements nationaux. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas le signer, ça veut dire qu'ils veulent en discuter et le voir. Alors, autre chose aussi qu'on a appris cette semaine, hein, c'est que le gouverneur de la Banque de France milite pour un ministre des Finances européen, donc c'est sorti du chapeau comme ça. Alors moi, je vois ça comme un ballon d'essai, une déclaration qui fait ballon d'essai. On jette une balle et on voit ce qui se passe. Alors, il faut savoir que si nous avions un ministre, alors je ne sais pas dans le cadre des traités comment ça pourrait se faire, parce qu'il n'y a pas de disposition pour faire ça, ça serait encore le fait de s'asseoir sur les traités ou de devoir refaire des traités avec je ne sais pas quelle procédure.
Et donc, en fait, il faut savoir que s'il y avait un ministre des Finances européen, ça veut dire qu'il y aura un budget européen, et ça veut dire qu'on finirait par perdre totalement la souveraineté budgétaire et fiscale, parce qu'il faut forcément le fiscal avec le budgétaire, on perdrait totalement la souveraineté budgétaire et fiscale. Et donc, si ça arrivait, la France ne serait plus qu'une province lointaine de l'Empire européen. Donc, c'est des choses qu'il va falloir surveiller de très très près. Alors, autre point que je voulais rappeler, parce que je suis retombé sur des articles de début janvier, je vais vous parler de la réforme des APL, donc les aides au logement. Alors, cette réforme n'a pas fait de bruit, pourtant elle est rentrée en vigueur le 1er janvier de 2016. Et en fait, cette réforme, quand on la regarde de près, elle va profondément changer le paysage du logement, notamment du logement étudiant. Alors je voulais juste souligner le fait que quand on reprend les GOPÉ, c'est-à-dire les grandes orientations politiques économiques qui sont éditées à peu près au mois de mai, tous les ans, que la France doit appliquer du fait de l'article 121 du TFUE, et ben en fait, cette réforme des APL vient, comme la loi du travail, vient directement des GOPÉ. Donc ça nous avait échappé entre guillemets, enfin en tout cas ça a échappé au grand public, personne ne s'est battu contre ça, mais la réforme est assez drastique, et c'est encore une application directe des GOPÉ. Quelques réactions là-dessus? Alors, à titre personnel, quand tu parles de la volonté de nommer un ministre des Finances européen, je suis désolé, on l'a déjà, il s'appelle Angela Merkel. Ceci étant, je te passe... Elle a pas accès à notre budget, heureusement. Ok, je te passe Mathis du 78. Alors, moi je voulais juste intervenir sur les dépenses du gouvernement français. Alors, je suis rentré d'Afghan il y a pas si longtemps que ça, et on était en patrouille dans le désert, et on a trouvé des obus de 2 tonnes. Alors, sachant que les talibans n'ont aucun moyen de les tirer, je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire de ça, surtout que c'est une fabrication russe, on a pu le démontrer en les démontant, et donc je me demande à quoi ça peut leur servir, surtout que 12 obus de 2 tonnes, c'est pas rien quoi. C'était des obus tirés ou des obus opérationnels, c'est-à-dire qu'il fallait tirer? Obus opérationnels, ils étaient entreposés, on a trouvé avec à côté plein de calages, tout ce qu'il fallait quoi, un armement pour... on va dire 10 000 personnes facile, il y avait assez d'armement pour 10 000 personnes, ouais. Et ça venait d'où ce matériel? Alors c'est du matériel qui appartenait aux talibans, mais il y avait de la fabrication russe, américaine, et d'autres pays, je me souviens plus vraiment. De toute façon, si c'est des armes, ça peut venir de Chine, d'Israël, d'Allemagne, de France, des États-Unis et de Russie. Ouais, non, mais voilà, mais ce qui m'inquiète, c'est que on sait qu'ils ont des obus de cette taille, de cette cadence, qui peuvent faire d'énormes dégâts, mais ils ont aucun moyen de les lancer. Donc, ce que je m'inquiète pour nous, c'est surtout pour les militaires français, c'est de savoir que nous, niveau protection, je suis d'accord qu'on est bien, mais face à des choses comme ça, le gouvernement français et tout ce qui est forces armées françaises, on n'est pas vraiment au point, quoi. Ouais, écoute, on reparlera de ça dans le débat général, parce que là, je crois qu'on sort un peu du sujet, mais c'est intéressant de savoir ça, on en parlera après, si tu veux bien. D'autres questions? Maintenant, une question de Franck du 69. Oui, non, simplement une remarque par rapport à ce que tu disais sur le lien entre l'article 121 et puis la loi El Khomri. Alors à Lyon, au sein de l'association Comprenons l'Europe, on a eu l'occasion de discuter de ça avec des garçons parmi nous qui sont assez branchés sur le détail de ce qui se passe au niveau du mouvement Nuit debout. Et il y a une prise en main en fait totale des jeunes qui partaient pour se rassembler contre cette loi El Khomri et la volonté ultralibérale de l'Union européenne, article 121, entre autres. Et ils sont absolument manipulés pour partir sur d'autres sujets et éclater absolument toute la revendication sur un sujet. Alors, j'ai croisé cet après-midi dans Lyon une manifestation sur les sans-papiers avec le point noir sur un drapeau rouge, le NPA, etc.
Donc en fait, il y a une prise en main, plus peut-être un peu gouvernementale, en tout cas idéologique, de tout ça, de toute cette volonté de jeunes qui pourraient parfois être sincères, avec une forme de repolitisation intéressante, pour les emmener nulle part sur des voies de garage politiques. Et le mouvement va être semble vouloir être éteint de cette manière, en tout cas à Lyon et certainement ailleurs, je pense. Moi, c'est ce que j'ai constaté à différents endroits avec les comptes rendus, et ce que j'ai vu, c'est que, alors, il semble que des organismes, organisations spécialisées aient pris ça en main, notamment réussi à faire des affiches, des structures, en 24 heures réussi à mettre un grand écran, une estrade, des haut-parleurs, des tentes et ainsi de suite, et que l'idée, c'est justement de canaliser tout ça. C'est-à-dire que on canalise de telle façon que les choses arrivent sur la plage, et comme telle une vague va tranquillement se briser sur la plage, et puis ne pas faire trop de dégâts sur la fin. Donc en fait, ils vont jouer la longueur pour épuiser tout le monde. Une question maintenant de Christopher. Attends, juste, excuse-moi, je veux donner de la preuve, hein, c'est que les gens qui sont trop révolutionnaires et trop organisés ont été foutus dehors de ces mouvements-là par les antifas. Donc je pense que les antifas font le rôle, alors qu'en défendant certainement le rôle de milice pour les organisateurs, et les gens comme Chouard ou Sylvain Baron ont été foutus dehors et n'ont pas eu le droit de prendre la parole sur ces rassemblements, ce qui est bizarre quand même. Alors, il y avait une question de Christopher du 06, mais il dit qu'il a déjà posé, mais peut-être la reposer. Non, bah, ça n'a rien à voir. C'est marqué juste en dessous. C'était pour demander comment ça se fait qu'il avait accès à des informations pareilles, Mathis. Bah, s'il était sur place. Oui, non, mais la cargaison d'Afghans, de talibans en Afghanistan, de je sais pas combien de Kalachnikov, de plusieurs obus de plusieurs tonnes, vous croyez que c'est à la disponibilité de tout le monde en fait? Alors, je vais parler à la place de Mathis parce que j'ai un fils qui était sur place. Je pense que Mathis est militaire et que Mathis était en opération là-bas, et c'est dans le cadre des expéditions et des routines de militaires qui sont tombés sur des caches d'armes. Mathis? Attends, je leur donne la parole. Mathis, tu veux répondre? Oui, écoute, en fait, on était sur une opération trouver des caches d'armes, donc si l'opération, le nom c'était Shavak, donc en fait, notre but c'était de déterrer ou de trouver des caches potentielles, je sais plus comment vraiment l'exprimer, mais en gros on était en train d'essayer de trouver des caches. On avait réussi à trouver des informations par des habitants d'un village proche d'ici qui avaient rapporté comme quoi ils avaient vu certaines choses et qu'ils avaient peur des représailles, donc du coup on a dû faire certaines choses pour les couvrir. Et effectivement, en passant dans cette zone, on a découvert qu'il y avait pas mal de choses, et 2-3 jours après, dans les montagnes, nous avons encore trouvé des caches et des tireurs d'obus, des IED, enfin tout un tas d'arsenal opérationnel prêt à l'emploi. Yannick, un commentaire? Pas sur le fond de la chose, parce que le fond de la chose sur le terrain, je pense que le fond de la chose, on en parlera peut-être après parce qu'on est un peu loin de notre sujet, c'est qui fournit ces armes. Mais ça, on en parlera après. Et avec quel objectif? Voilà, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Bon, on n'a plus de questions, tu peux continuer. Je continue. Alors, je vous parlais un peu de la Banque Centrale Européenne. Alors, vous savez que la Banque Centrale Européenne a pris des mesures assez nouvelles et assez fortes, des taux d'intérêt négatifs, le rachat d'obligations pour 80 milliards d'euros par mois, des incitations au crédit. C'est-à-dire les banques, plus la banque fait de crédit, moins elle paye cher son argent, bon, des choses comme ça. Alors, il y a une opposition France-Allemagne qui est en train de naître, une opposition assez dure. Alors, comme nos pays ont des structures sociales différentes, sociales et capitalistiques et démographiques différentes, il est illusoire de croire qu'une banque centrale commune puisse répondre à tous les problèmes à la fois. Alors, l'Allemagne, du fait de sa structure démographique, a besoin de fonds de pension efficaces, c'est-à-dire des fonds de pension qui rapportent de l'argent, pour financer les retraites. Alors, financer les retraites en cours, mais surtout les retraites à venir. Et les retraites de plus en plus nombreuses du fait de la structure démographique du pays. Donc, pour ça, ils ont besoin de taux assez élevés, c'est-à-dire quelques pourcents, ou en tout cas quelques pourcents.
Et c'est aussi pour cette raison-là, d'ailleurs, anecdote, qu'ils ont besoin de réfugiés. C'est parce qu'ils ont besoin de travailleurs pour payer leur retraite. Donc l'Allemagne s'oppose de plus en plus fortement à la politique monétaire de la BCE, qui lui fait perdre des ressources, et des ressources de plus en plus conséquentes. Les fonds de pension commencent à souffrir très très fort. Et Merkel et Schäuble ne mâchent plus leurs mots, en disant que la politique de la BCE c'est n'importe quoi et que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Merkel, notamment pour libérer la BCE de ses contraintes, c'est-à-dire que la BCE arrête de faire des taux négatifs, demande aux autres pays d'accélérer les réformes structurelles. Alors, vous savez que les réformes structurelles, ça veut dire, c'est le mot diplomatique pour dire baissez votre coût du travail, baissez vos salaires, baissez les retraites et les autres prestations, de toute façon à être plus compétitif et avoir un petit peu de croissance. Donc en fait, ce que Merkel veut, c'est que les autres pays aient un peu de croissance. Si les pays ont de la croissance, la BCE, la croissance, ça fera de l'inflation, et la BCE pourra monter ses taux. Si la BCE remonte ses taux, les fonds de pension gagnent un peu plus d'argent, et les fonds de pension pourront payer les retraites. Par contre, la France est protégée par les taux bas. C'est-à-dire que le fait que les taux soient très bas, la France voit le service de sa dette, c'est-à-dire les intérêts qu'elle paye tous les ans, baisser de plus en plus. Cette année, elle a économisé 1 milliard simplement parce que les taux d'intérêt ont baissé. Si les taux d'intérêt remontaient ne serait-ce que de 1 ou 2 points, la France serait dans une situation extrêmement difficile et elle pourrait pas tenir ses engagements liés au TSCG. C'est-à-dire elle serait incapable, elle les tient déjà pas, mais elle a promis de les tenir d'ici 2 ans. Mais si les taux remontent, il est impossible de tenir et le déficit du fait du service de la dette et la diminution de la dette. Donc la France a besoin de taux très très bas pour survivre. Et je dis bien survivre. Donc actuellement, la France défend, tant que ça l'arrange, l'indépendance de la BCE contre l'Allemagne. Il y a eu quelques prises de bec la semaine dernière entre Sapin et Merkel, à distance, en disant Sapin dit non, l'Allemagne n'a rien à dire, il faut que la BCE reste indépendante, entre guillemets, et sans le dire, oui, il nous faut des taux très bas pour survivre, et l'Allemagne dit, ben non, nous, il nous faut des taux plus hauts, il faut que les pays fassent des réformes pour que nos retraités puissent survivre. Donc je pense que ça va pas s'améliorer, parce que quand les taux sont négatifs, c'est plus le temps avance, plus on perd de l'argent, et la tension entre les pays autour de ce sujet-là va être grandissante. Et il y a un moment où les choses ne seront plus supportables et qu'il y a un des deux pays qui va craquer. C'est-à-dire où l'Allemagne va ne plus pouvoir nourrir ses retraités si les taux restent bas, ou la France ne pourra plus payer sa dette si les taux remontent. Donc là, il y a une vraie opposition et un risque très très fort d'une crise très très violente. Quelques remarques là-dessus ? Alors oui, Franck voulait poser une question. Ouais, simplement pour dire que la Grèce était repartie en récession après un plateau plus ou moins d'équilibre suite à ces chutes de ces dernières années, et que la situation dans ce pays-là aussi, elle était en train de gonfler considérablement, comme un petit peu de partout. Par ailleurs, je souligne une chose, c'est que c'est bien beau d'avoir des taux d'intérêt bas, mais à chaque fois qu'on emprunte, on emprunte aussi du capital. Et demain, on n'est même pas sûr de pouvoir, et d'ailleurs, on peut de moins en moins rembourser le capital. Donc, même si les taux d'intérêt sont bas, en fait, on n'est quand même pas gagnant à avoir de tels déficits qu'on résoudra jamais. Oui, en fait, c'est pas un vrai problème du capital, parce qu'en fait, l'État fait rouler sa dette. C'est-à-dire que, chose qu'il faut regarder dans les comptes au deuxième niveau, parce que ça apparaît pas dans le premier niveau, à chaque fois que la France emprunte, elle emprunte du capital pour rembourser du capital. Donc en fait, elle fait rouler son capital par l'emprunt, et il y a que les nouveaux intérêts qui viennent gonfler la dette, mais pas le capital. Donc en fait, paradoxalement, la dette française diminue actuellement simplement parce qu'on remplace du capital à fort intérêt par du capital à intérêt plus faible. Mais le capital, en fait, on le rembourse, on emprunte pour rembourser du capital. Donc le capital, c'est quasiment neutre. Donc le capital, la dette n'augmente quasiment que de l'intérêt. Un petit peu du capital, mais surtout de l'intérêt. Mais je pensais qu'on ne remboursait, nous, que de l'intérêt et pas du capital.
Non, on rembourse du capital, mais on roule ce qu'ils appellent faire rouler le capital. C'est-à-dire qu'en fait, ils empruntent pour rembourser le capital. L'idée, c'est qu'ils empruntent, par exemple, je sais pas, je dis, en gros, on emprunte 8,71 milliards, à peu près 8-9 milliards par semaine. Ils empruntent 8 milliards, et avec ces 8 milliards, ils remboursent, ils payent un peu d'intérêt, et ils remboursent 8 milliards de capital. Ils empruntent et ils remboursent tout de suite. Et d'ailleurs, cet argent-là, ce mécanisme-là ne rentre même pas dans les comptes nationaux, dans le budget, parce que c'est neutre. Ok. Une question de Régis Chamagne. Ouais, c'est une remarque. L'Allemagne a créé l'euro qui est en fait le mark, puisque 1 euro vaut 2 marks, il vaut pas 6, et quelques. Et elle a imposé l'indépendance de la Banque centrale pour dans son projet de dominer l'Europe. Et ce qui est marrant, c'est que ça lui revient en boomerang dans la gueule aujourd'hui. Donc comme quoi, vouloir dominer le monde qui n'est pas le sien, ça ne marche pas. Voilà. On passe à la suite. Non, une dernière question d'Eric du 17. Oui, encore moi. Je voulais simplement dire deux choses. D'abord, je suis pas tout à fait d'accord avec Yannick dans la mesure où il dit qu'on rembourse du capital. On ne rembourse pas du capital parce que si on remboursait du capital, notre dette publique serait en diminution. Non, t'as pas compris. Attends, Eric, t'as pas compris ce que j'ai dit. On emprunte le capital qu'on rembourse, ce qui veut dire que si j'emprunte 100, je rembourse 100, donc j'ai toujours la même dette. Et je rajoute à ça les intérêts de cette nouvelle dette. Donc en fait, elle diminue pas la dette puisque je viens d'emprunter la somme que je rembourse. On fait rouler le capital. Non, mais c'est quand même pas clair. C'est pas clair. Oui, non, mais je suis. Oui, non, mais d'accord. Mais c'est-à-dire que on ne rembourse pas le capital. On ne fait guère que. Enfin, en fait, pour être clair, c'est exactement le même système comment dirais-je, que ce qui était proposé dans une banque, c'est-à-dire te dire voilà ce qu'on appelle le crédit revolving. C'est-à-dire qu'en fait, on te met à disposition un capital. Tu empruntes dans ce capital et en fait au fur et à mesure que tu rembourses le capital et tu rembourses des intérêts. Mais aujourd'hui avec des taux d'intérêt qui sont quasiment à zéro, je parle des taux d'intérêt qui sont servis, des taux d'intérêt internationaux sur lesquels on emprunte. On emprunte sur le marché international. On emprunte pratiquement à zéro avec l'Allemagne. C'est même négatif. C'est même négatif pour tout ce qui est emprunt en dessous de 10 ans. Oui, très légèrement négatif. Mais donc normalement, on devrait voir notre dette diminuer. Or, notre dette ne diminue pas. Notre dette augmente. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, le capital plus les intérêts des intérêts font que de toute façon donc notre dette augmente considérablement puisqu'elle a augmenté depuis le quinquennat de Hollande de près de 300 milliards. Voilà, donc en fait c'est pas ce que tu dis quand on dit on rembourse du capital, on rembourse pas du capital, on doit toujours de l'argent et le problème c'est que de toute façon aujourd'hui et tout le monde le sait, aujourd'hui nos fonctionnaires sont payés à partir du mois de septembre à crédit. Voilà, c'est-à-dire que à partir du mois de septembre, on est obligé d'emprunter pour pouvoir payer les fonctionnaires. Voilà la logique. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, parce que j'ai pas eu le temps de répondre à Régis Chamagne, en lui disant que bien évidemment je n'ai pas fait Saint-Cyr comme mon beau-frère ni l'école de l'air. Mais ce que je sais, en tout cas, c'est que, sur le plan historique, on s'est toujours fait baiser par les Américains. Même si les militaires français ont du mal à le reconnaître, on s'est toujours fait entuber par les Américains. Quant aux réserves de change de la Chine, je pense que Régis doit le savoir, depuis 2014, elle a fondu de pratiquement un quart. C'est-à-dire que en 2014, ils avaient 4 000 milliards de réserves de change. Aujourd'hui, ils n'en ont plus que 3 000 milliards, ce qui est déjà pas mal. Mais pour un pays comme la Chine, ce n'est pas véritablement quand même une fortune. Et ces réserves de change sont à moitié constituées par du dollar. Et le dollar,
il appartient aux Américains, c'est-à-dire que si un jour ils veulent le faire flamber, ils le font flamber, s'ils ne veulent en faire rien du tout, ils en font rien du tout. Tu réponds, Yannick, ou pas? Juste une petite remarque, Eric, j'ai jamais dit qu'on remboursait du capital, j'ai dit qu'on faisait rouler du capital, ce qui n'est pas pareil. Faire rouler du capital, c'est l'emprunter pour le rembourser, ce qui est, dans une entreprise ou chez un particulier, c'est illégal. Donc voilà, je dis, on emprunte pour rembourser un prêt, c'est illégal. J'ai jamais dit qu'on remboursait du capital. La dette de la France augmente. La dette de la France augmente. Donc j'ai peut-être pas été clair, ou t'as pas bien compris ce que je disais, mais j'ai jamais dit qu'on remboursait du capital. Je propose qu'on passe à la suite. Attends, j'avais quand même deux petites remarques de Thierry du 63 qui t'avait dit est-ce que la dette augmente au final? Et puis ensuite, est-ce qu'avec des taux négatifs, on n'est pas incité à emprunter beaucoup plus? Oui, la dette augmente, et oui, on est incité à emprunter beaucoup plus. Alors, c'est pas tellement qu'on est incité à emprunter beaucoup plus, c'est que on a l'illusion que notre budget est à l'équilibre. Enfin, il n'est pas à l'équilibre, on a l'illusion que notre budget s'améliore. Et notre budget ne s'améliore pas, en fait. On se met dans une situation, il suffit que les taux d'intérêt repartent de 1 ou 2%, et on va être dans une situation dramatique. Ok. On est à combien pour l'instant maintenant de dette publique là? Plus de 2000 milliards? 97% du PIB, quelque chose comme ça. Ah ouais, d'accord, ok. D'accord, tout va bien. Ok, plus de questions, tu peux continuer. 93,5% du PIB en 2013. D'accord. Ah bah tiens, Eric dit 2200 milliards. Merci Eric. Bon allez, vas-y Yannick, tu peux y aller. Je crois que 2200 milliards, c'est le PIB, donc on doit être un petit peu moins, à un cheval près. Ouais, un pouillem, bon. Alors je vais vous parler d'insecticides et environnement. Donc la semaine dernière, je vous avais parlé du diméthoate. Diméthoate, c'est l'insecticide qu'on met sur les cerises pour éviter qu'il y ait un petit ver qui se mette dedans. La France l'a interdit au 1er février de cette année et l'Union européenne ne l'a pas interdit. Donc le FOL a lancé une demande à l'Union européenne en disant à l'Union européenne de l'interdire dans tous les pays de l'Union européenne. Et il a promis la semaine dernière, et on n'a pas entendu parler de ça, il a promis d'appliquer, si l'Union européenne n'interdisait pas le diméthoate, d'appliquer une mesure de sauvegarde nationale, et c'est-à-dire d'interdire l'entrée sur le territoire français de tous les fruits qui ont été traités avec cet insecticide. Donc je vous rappelle ça, tout simplement parce qu'on n'a pas eu de retour pour l'instant de ce dossier-là, qui risque d'être assez explosif, parce que si l'Union européenne refuse et si le FOL va au bout des choses, c'est encore un conflit très fort qui va naître au sein de l'Union européenne. Premièrement, et deuxièmement, on va avoir des problèmes pour manger des cerises cet été. Donc, trouver des copains qui ont des arbres dans leur jardin. Bon, ça c'était assez anecdotique parce qu'il faut attendre le déroulement de ce dossier. Il y a des dossiers un peu plus compliqués, alors notamment autour des OGM. Alors, il y a une nouvelle méthode de modification du vivant qui s'applique par mutation génétique qui a fait son apparition. Donc ce n'est pas des organismes pour lesquels on apporte un gène extérieur, mais on arrive à modifier le gène par des gènes qui existent déjà à l'intérieur. Donc on peut pas breveter le gène, et comme c'est dans les OGM classiques, et surtout c'est qu'on peut pas les détecter aussi facilement. Mais chose encore plus importante, c'est que cette méthode de mutation génétique ne rentre pas dans la classification OGM de la Commission européenne. Ce qui veut dire que les produits qui sont fabriqués comme ça pourraient être mis sur le marché sans aucune autorisation et sans avoir aucun moyen juridique de s'y opposer. On n'en a pas entendu beaucoup parler, mais il y a une grave crise qui est en cours au sein des instances de surveillance, notamment l'instance française de surveillance en train d'exploser. Toutes les associations de la société civile ont démissionné, il y a des pétitions auprès du ministre, ainsi de suite, et il y a aussi des travaux qui se passent au niveau de la Commission européenne. Ils n'ont pas vu venir le problème, et on risque de se retrouver avec des saloperies dans nos assiettes sans qu'il y ait de règles pour nous protéger. Alors, sinon, il y a le dossier glyphosate. Alors, glyphosate, c'est un insecticide qui est extrêmement utilisé, enfin, c'est un composant, et notamment, c'est celui qu'on trouve dans le Roundup. Alors, l'autorisation arrive à terme pour le glyphosate, et donc la Commission est en train de réfléchir à une nouvelle autorisation pour autoriser ce produit donc en Union européenne.
Alors, au mois de mars, le vote devait avoir lieu au sein d'un comité d'experts, de sombres experts, des experts de tous les pays. C'était un simple vote, mais ce vote n'a pas eu lieu. Sous la pression de différents lobbies, de tous les acteurs, le vote a été retardé, et ce qui devait se faire au sein d'un comité d'experts est remonté au niveau de la Commission, et notamment et du Parlement européen. Alors, écoutez bien, parce que là, c'est assez rigolo. Non, c'est pas rigolo, c'est assez grave. Donc, on a appris que l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, a fondé son analyse des risques sanitaires sur des études qui sont restées top secret, des études réalisées par le GTF, le Glyphosate Task Force, qui rassemble une vingtaine d'industriels de l'agrochimie, dont Monsanto est le porte-parole. Donc en fait, ces études n'ont pas été livrées apparemment à l'EFSA, et l'EFSA a juste pris ses conclusions sur les conclusions des études, et non pas sur les études elles-mêmes. Alors, Vytenis Andriukaitis, le commissaire européen à la santé et à la sécurité alimentaire, a demandé par lettre à Monsanto lundi 4 avril que soient rendues publiques les études toxicologiques, et Monsanto et le GTF refusent. Alors, l'EFSA a jugé improbable son potentiel cancérogène, alors que le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, qui est une partie de l'OMS, a classé le glyphosate cancérogène probable. Donc d'un côté, on a l'OMS qui parle de cancérogène probable, et de l'autre côté, l'EFSA qui fait cancérogène improbable. Avec le problème suivant, c'est que l'EFSA s'appuie sur les études fournies et restées top secret par le GTF, donc les industriels, les lobbies, alors que le CIRC s'appuie sur des études scientifiques publiques, donc sorties des laboratoires et que tout le monde peut consulter. Donc voilà, donc d'un côté, donc la commission ne sait pas quoi faire et ne sait pas s'il faut l'autoriser pour 15 ans, puisque les autorisations c'est 15 ans, ou ne pas l'autoriser. Alors on a appris aujourd'hui que le Parlement européen a voté une résolution. Je vous rappelle qu'une résolution c'est non contraignant, c'est juste de la mendicité parlementaire auprès de l'administration. Donc le Parlement a voté une résolution pour demander à la Commission de donner une autorisation de 7 ans plutôt que de 15 ans. Alors, c'est hypocrite, parce que ou c'est dangereux, il faut l'interdire, ou c'est pas dangereux, et on l'autorise. Mais dire que c'est 7 ans, c'est pas dire que c'est 2 fois moins dangereux. Donc encore une fois, c'est n'importe quoi, nos parlementaires font n'importe quoi, et c'est ou idiot ou irresponsable. Mais je pense que ça peut être les deux, parce que je pense qu'ils ne savent plus où ils vivent, ces gens-là, ils sont sous influence des lobbies, et ils font n'importe quoi. Alors, il y a un scandale sous-jacent, c'est que l'EFSA a travaillé sur des documents qu'elle n'avait pas, et puis les parlementaires européens veulent nous empoisonner à toute force pour faire plaisir aux lobbies. Quelques réactions là-dessus? On passe à l'acier après. Non, pas de questions et pas de commentaires spécifiques. Alors, vous avez dû apprendre que ces dernières semaines, on a entendu parler plutôt ce week-end, là, que Tata, l'industriel indien, a vendu tous ses aciéries dans l'Union européenne, sauf une pour 1 euro symbolique. Donc Tata, qui avait racheté ça à grande force à coût de millions et de milliards il y a quelques années, a tout vendu pour 1 euro symbolique. Alors, on a appris aussi en parallèle, donc ça doit pas être décorrélé, que la Chine a une surproduction d'acier qui correspond à plus de 2 fois la production annuelle de l'Union européenne. C'est-à-dire rien qu'avec sa surproduction, la Chine est capable de couvrir tous les besoins de l'Union européenne. Enfin, plus que tous les besoins, toute la production de l'Union européenne. Donc elle est capable, avec sa surproduction, de tuer l'industrie européenne. Alors, la Commission européenne s'est réunie en urgence. Macron en a fait tout un plat, comme quoi c'était lui qui avait incité cette réunion, pour mettre en marge, en place des mesures anti-dumping contre la Chine, en sachant que les délais pour mettre en place ces dispositifs, c'est entre 6 et 18 mois, et ils envisagent une surtaxe de 20% l'importation. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la surtaxe est de 300%. Les États-Unis surtaxent l'acier chinois de 300%. Pour éviter qu'il rentre, ou s'il rentre, il faut vraiment qu'on en ait besoin. Donc encore une fois, la Commission européenne fait n'importe quoi et ne protège pas l'industrie européenne. Et je pense qu'il va y avoir une grave crise industrielle et sociale dans ce domaine. Il faut s'attendre à ce que ça débauche, à ce que ça ferme. La plupart des sites sidérurgiques, notamment les hauts fourneaux, une fois qu'ils sont fermés, on les rouvre plus. Quand on ferme, on casse. On peut pas, il faut fabriquer un neuf. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait des gros soucis dans ce domaine-là, en sachant qu'il n'y a plus beaucoup de sites en France. Les sites sont essentiellement, notamment en Angleterre. Alors, je vais vous parler de la fête de l'Europe 2016. Alors, vous aurez droit à des concerts, des animations et des débats le 7 mai à Paris.
Donc, concerts, animations et débats dans le village européen, organisés notamment par la Maison de l'Europe de Paris. Donc, ça sera un événement festif et populaire, rendu possible par la mobilisation de la société civile et qui vise à imaginer ensemble l'Europe que nous voulons. Ces actions, bien sûr, sont payées par le contribuable et ce sont des actions de propagande qu'il faut absolument dénoncer. Alors, en fin d'après-midi, j'ai trouvé un nouvel article. La Commission européenne a porté à 30 millions d'euros son budget de propagande. Vous lirez, je vous ferai un petit topo la prochaine fois, mais les termes qui sont utilisés, termes officiels qui sont utilisés sur le site de la Commission européenne, je les ai comparés aux termes de la propagande du Troisième Reich. On en est très très près. Inculquer les valeurs européennes au peuple, prendre le pouvoir des consciences, enfin ça ressemble énormément. Alors il faut savoir que vous dépensez de l'argent, c'est votre argent qui est dépensé pour faire la propagande de l'Union européenne, d'autant plus qu'ils sont même pas foutus de mettre ça le jour de leur fête, puisque leur fête c'est le 9 mai, et ils se mettent le 7, donc ils sont même pas foutus de faire les choses correctement. Voilà, donc il faut savoir vous dépenser de l'argent pour faire la fête et pour faire de la propagande pour l'Union européenne. Quelques réactions? Aucune pour l'instant. Alors je vais vous donner quelques chiffres, alors c'est toujours jamais très rigolo les chiffres, mais c'est toujours quand même intéressant de s'y intéresser. Alors un petit chiffre sympathique, pour commencer, en Allemagne entre 2014 et 2015, le nombre de jours de grève a été multiplié par 5. Alors ça m'a amusé quand j'ai vu ça, parce que on nous fait croire, nos amis politiques nous laissent croire que l'Allemagne c'est l'alpha et l'oméga du modèle social, c'est celui vers qui il faut aller, et en fait on s'aperçoit que ça se passe de plus en plus mal en Allemagne, et quand un pays passe de multiplié par 5 son nombre de jours de grève en une année, c'est que les choses se passent pas très bien dans le pays. Donc voilà, c'était un petit chiffre sympathique. Alors maintenant, le chiffre de la production industrielle, il faut savoir qu'entre février 2016 et comparé à janvier 2016, donc au début de l'année, la production industrielle a été en baisse de 0,8% dans la zone euro et de 0,7% dans l'Union européenne totale en général. Donc on retrouve toujours les mêmes chiffres, la zone euro fonctionne toujours moins bien que le reste, que toute l'Union européenne. Donc ce qui veut dire que les pays qui ne sont pas dans la zone euro mais dans l'Union européenne, ça se passe encore mieux. Donc voilà, c'est tout le temps comme ça. Alors pour ce qui est des prix des logements, on nous dit qu'il n'y a pas d'inflation, mais le quatrième trimestre 2015 comparé au quatrième trimestre 2014, le prix des logements est en hausse de 2,9% dans la zone euro et en hausse de 3,8% dans l'Union européenne. Donc nous dire qu'il n'y a pas d'inflation et puis après nous dire que les logements sont de plus en plus chers, donc c'est un peu bizarre quoi. Alors je vais vous donner quelques chiffres qui moi me semblent intéressants, notamment pour comprendre les difficultés d'intégration de tous ces pays dans la même entité. Alors c'est des choses très très basiques, mais vous allez voir que c'est assez intéressant. On va parler de traitement des déchets domestiques. Ces chiffres ont été publiés par Eurostat le 22 mars dernier. Alors en moyenne, chaque habitant de l'Union européenne a produit 475 kg de déchets municipaux en 2014. 44% ont été recyclés ou compostés. Alors, ce qu'on appelle des déchets municipaux, c'est des déchets domestiques plus ceux ramassés par les municipalités. Les définitions peuvent varier d'un pays à l'autre, mais classiquement, c'est les espaces verts, les déchets de la ville, plus ce que vous mettez dans vos poubelles personnelles. En sachant que c'est essentiellement ce qu'il y a dans vos poubelles personnelles qui fait le poids. Alors, 475 kg de déchets municipaux, 44% recyclés, compostés. On peut se dire, bah, c'est super, l'Union européenne, c'est vraiment une zone où on fait attention, et ainsi de suite. Alors, il faut faire attention, parce que ça, c'est une moyenne, et cette moyenne cache de très très fortes disparités. Alors, par exemple, le pays qui produit le moins de déchets, parce que c'est le pays le plus rural, la Roumanie, avec 254 kg par habitant, on dit, c'est pas beaucoup, oui, mais il y en a 83% qui sont mis en décharge. Le plus de déchets, c'est le Danemark. Moi, j'ai été très étonné. Je pensais que c'était un pays très écolo, très avancé. Le Danemark produit 759 kg de déchets par personne. En moyenne, c'est 475 et la Roumanie 254. C'est énorme. Seulement, il y en a 1% qui est mis en décharge. On se dit, c'est bien. Par contre, il y en a 54% incinérés. Je vous rappelle que l'incinération, sauf usine ultra moderne, l'incinération, c'est pas bon du tout pour l'atmosphère. Alors ceux qui recyclent le moins, c'est la Lettonie. Ils recyclent, il y a 92% qui sont mis en décharge, mais par contre, ils ne produisent que 281 kg par habitant. Celui qui a le plus de recyclage, c'est la Belgique, l'Allemagne et le Danemark. Alors, les pays qui sont à peu près à égalité, c'est Belgique, Allemagne, Danemark, Pays-Bas et Suède, qui ne mettent que 1% de leurs déchets en décharge, donc c'est extrêmement bien. Et le champion de catégorie, en fait, c'est la Belgique, qui produit 453 kg,
et 1%, 1% de mise en décharge, mais ils incinèrent à 44%. Alors ceux qui incinèrent le moins, c'est la Grèce, ils incinèrent à 0%, mais 80% mis en décharge, ils sont à 509 kg, et le plus incinéré, c'est l'Estonie, qui eux brûlent 56% de leurs 357 kg. Pour la France, c'est 511 kg par habitant, pour 22% recyclés, 17% compostés, 35% incinérés et 26% de mise en décharge. Alors ces chiffres sont un peu durs à avaler, mais c'est pour vous montrer que quel que soit le domaine qu'on prend, que ce soit le domaine social, économique, fiscal, là c'est le domaine environnemental d'un point de vue des déchets domestiques, il y a d'énormes disparités entre les différents pays, il est impossible de faire converger tous ces pays vers la même chose. Rien que pour ces chiffres-là, c'est impossible de faire converger les pays, et donc tout ce qui est écrit dans les textes officiels en disant que tous les pays vont converger, c'est des mensonges. Et je finis là mon exposé d'aujourd'hui, je vous remercie de votre attention, je vous rappelle que toutes les références sont sur la page Facebook de l'association Les Clés de l'Europe. Je vous rappelle que l'émission maintenant aura lieu ou le débat aura lieu tous les mardis à 21h, donc tous les mardis. La prochaine version sera donc le mardi 19 avril 2007. Eh bien, merci Yannick. Ok, donc j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Je vous invite à un débat ouvert sur tous ces sujets. Eh bien, allons-y.